j'ai changé de pays, je parlais même pas un mot français. Il n'y a pas un moment, je me suis posé la question comment je vais faire. Non, je sais que je vais le faire. Il me traîne, moi je résiste. Jusqu'à un moment, il change sa main gauche et il sort un couteau de sa poche. No stop, c'est sport, enfant, boulot, maison, donc. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Zone Rouge. Dans ce podcast, on va parler, comme d'habitude, des moments où la vie nous pousse dans nos derniers retranchements, là où tout semble impossible, où semble inévitable, mais où la survie forge la résilience. Aujourd'hui, on accueille un personnage, une personne qui a une histoire tout aussi particulière que magnifique. C'est un combattant de MMA, un champion de MMA même, mais c'est aussi un réfugié politique syrien, Michael Aljarouj. Merci Michael d'être venu. Merci à toi, T'es Mathis, pour l'invitation. un ami, mais aussi combattant, voilà. Euh, Merci d'être là. En entendant le mot zone rouge, quelle image te vient à l'esprit? Euh, Quand j'entends la zone rouge, je repense à tous les moments où j'ai pu frôler la mort quand j'étais en Syrie. L'histoire de mon kidnapping, ou même quand je me suis fait arrêter par Daesh, ou même les bombardements, les snipes, tout ça. C'est les moments où on était vraiment pas loin de la mort. Parce qu'avant même d'entrer dans le monde du MMA, tu as connu la plus grande des zones rouges, la survie. Raconte-nous cette histoire, cette agression que tu as vécue, qui a été une pierre angulaire dans ta vie, un moment très important parce que ça a posé des fondations, des grosses fondations dans ta manière d'être. Raconte-nous ce moment, c'était en Syrie, tu avais quel âge, c'était à quel moment de ta vie? Alors, tout a commencé quand la guerre a commencé en Syrie, c'était en 2010. Moi, c'était on va dire en décembre 2011 où je préparais le brevet et du coup je sortais de scout. On était à l'église et je partais à mon entraînement. Et du coup, je suis passé par un endroit où il n'y a pas très de gens qui passent par là. Et c'est en ce moment-là où il y a une petite camionnette qui passe à côté de moi. Et en vrai, je calcule pas, mais une fois arrivé à l'auteur de la petite camionnette, il y a une personne qui, dans mon dos, il met sa main sur ma bouche et il commence à me traîner vers la camionnette. Et là, j'entends le conducteur dire dépêche-toi avant que quelqu'un nous voie. Et là, il me traîne. Moi, je résiste. Jusqu'à un moment, il avait sa main droite et là, il change sa main gauche et il sort un couteau de sa poche. Quand j'ai vu ça, eh ben, je dis hop, on se calme. Je veux pas perdre ma vie. Comme je pratiquais déjà le sport de combat, donc on va dire j'étais déjà confronté à des choses pareilles. Pas vraiment, mais confiance en soi était déjà là. Donc je dis, c'est soit je garde mon calme, soit je sais pas, ça trouve qu'ils allaient me tuer ou il y avait pas mal des trafiquants d'organes ou c'était juste pour demander de l'argent. Genre me prendre en otage et demander de l'argent à mes parents, j'en sais rien. Et là, une fois j'ai vu le couteau, bah, je l'ai frappé 2 fois au visage, boum, boum, comme ça. Et du coup, j'ai pu un peu m'échapper. Et là, je me retourne, je prends le couteau et je l'ai planté dans sa jambe. Et là, je suis parti en courant jusqu'à chez mon oncle qui habitait juste à côté de là où je m'entraînais. C'était courant ça en Syrie? Ça ressemblait à quoi la vie là-bas? Alors, c'était pas vraiment courant. Il y avait, comme dans tous les pays, les histoires comme ça, mais là, c'était beaucoup plus. Pourquoi? Parce que bah, déjà, la guerre était déjà en place. À Alep, d'où je viens, il n'y avait pas grand-chose en 2011. C'est là où ça commençait. C'était vraiment l'été 2012. Là, Alep a vraiment pété. Euh, mais dans des autres villes, oui, il y avait Ok. beaucoup des trucs comme ça. En fait, les gens ont profité de la guerre pour faire tout ça. Ok.
Tu faisais quoi comme sport de combat avant, quand tu étais encore en Syrie, avant de venir J- en France avec le MMA? je faisais Kung Fu Wushu et kickboxing. Mmh. Et ou, avec le kickboxing, c'était Sanda. Une sanda. Ouais, Sanda. On faisait pas mal des sparring, trucs. Est-ce que ce jour-là, tu t'es dit quelque chose? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur? Tu t'es dit: «Faut que ma vie, elle change»? Alors, c'est pas ce jour-là où ça a déclenché quelque chose, c'est plus mes parents, enfin toute la famille, ils ont dit: «Ah non, là, ça commence vraiment à être chaud ici, faut vraiment qu'on quitte ce pays-là». Et parce que c'est arrivé une fois, c'est arrivé deux, trois fois, et c'est pas à chaque fois on va se sauver. Et moi, vraiment, l'élément déclencheur qu'il y a eu dans ma vie, c'est une fois j'ai quitté mes parents. Et oui, parce que j'ai quitté mes parents avec mon petit frère pour venir en France. Georges? Voilà, Georges. Euh, on est resté un an et demi sans eux. Et après, ils nous ont rejoints. Donc, moi, quand on est arrivé en France, c'était moi entre guillemets, le père, la mère de Joujou, donc de Georges. Et fallait aussi que je réfléchisse à comment faire venir mes parents. Ouais. Donc, je pense que c'est là où j'ai pris vraiment un coup. Tu t'es rendu compte que tu étais dans Euh, une zone rouge là, justement, il voilà, fallait et, t'en sortir. là, faut assumer et réunir la famille ensemble. Ouais. Est-ce que tout ça, aujourd'hui, ça t'aide, dans ta vie, dans ton pro comme dans ton perso? Parce que ton pro, c'est ton sport, c'est ce qui te fait vivre. Est-ce que quand tu rentres dans une cage aujourd'hui, tout ça, tout ce vécu-là, ça t'aide? Bah, alors, faut que je dise un truc, c'est que moi, ce qui se passe dans la cage n'est vraiment pas une suite ou un lien avec ce que j'ai vécu. C'est vraiment pas du. En fait, c'est moi qui a choisi d'être dans la cage. C'est pas les moments difficiles dans ma vie, c'est pas moi qui les a choisis. C'est mon, C'était imposé à moi et il fallait que j'assume. Sauf que là, entrer dans la cage, c'est complètement une décision que j'ai prise de moi-même. C'est moi qui ai décidé d'y aller dans la cage. Donc pour moi, c'est vraiment pas un problème. Et ce qui se passe dans la cage et comment je réfléchis, comment je suis mentalement, etc. Alors, peut-être il a un petit lien avec ce que j'ai vécu, Ouais, c'est ton identité quand même. bien sûr, mais ce qui se passe dans la cage, c'est vraiment Tu le pur pro. sport. C'est sport et ambition et rien d'autre. J'ai pas une vengeance contre la vie, ou contre les gens. Non, non, c'est vraiment une décision où je veux briller, je veux graver mon nom dans le sport, et c'est tout. Quand est-ce que tu arrives en France? Je suis arrivé le 13 février 2013. Tu arrives du coup directement à la Old Code Academy, là où tu es, ou Non, qu'est-ce que tu fais alors avant? ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivé à Créteil chez ma tante, la sœur de ma mère, et elle vivait déjà avec son mari et ses enfants. Et mon cousin, du coup son fils, il faisait du judo avec Fred, notre entraîneur, Fred Barrington. Fred Barrington. Euh, Et je suis allé le voir. Je parlais pas, enfin, j'avais quelques mots en français, et je suis parti le voir, et on s'est compris. Je sais pas comment, mais on s'est compris. Il a compris que je veux faire du MMA. Il donnait des cours de MMA une fois par semaine à Créteil. Et sinon, les autres cours, c'était Jiu-Jitsu brésilien et judo. Et donc, moi, je faisais judo, jiu-jitsu brésilien et MMA. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'est vraiment ça ce que je veux faire dans ma vie. Et, euh, et j'ai parlé à Frédéric, écoute, ça c'est mon ambition et c'est ça ce que je veux. Et Et il t'a c'est suivi. parti, ouais. C'est parti de. Alors, lui il m'a dit, écoute, moi, il était honnête avec moi. Et c'est là-dessus, j'ai vraiment eu de la chance. Je suis quelqu'un qui croit pas dans la chance. Je crois vraiment il y a que le travail
qui compte. Donc, mais là-dessus, j'ai vraiment eu de la chance d'être tombé sur quelqu'un d'honnête et de bienveillant. Et il m'a dit, moi, je peux pas t'amener là où tu as envie. Mais par contre, je peux t'amener à quelqu'un qui, lui, peut t'amener là où tu as envie. Et c'est comme ça que j'ai atterri à l'Old Gaëtan School Hurtel. Academy, qui est mon entraîneur actuel, Gaëtan Hurtel. Ouais, 10 ans après, tu es toujours à l'old school, c'est ça? J'ai pas changé de club, je changerai jamais le club. Donc, C'est une histoire de ouais, famille. exact. C'est Fred Barrington qui t'a dit une phrase qu'on entend souvent dans tes interviews. Avant de faire de toi un athlète, je vais te faire de toi un homme. Un homme. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, ça? Déjà, c'est une phrase qu'il y a pas trop de gens qui peuvent l'assumer. Heu, Parce que faire un homme de quelqu'un, c'est du boulot, c'est de l'éducation, il m'a pris comme si j'étais son fils. Il m'a appris pas mal des choses, il m'a montré, «la vie» entre guillemets. Et je suis pas sûr qu'il y a trop de gens qui peuvent, vraiment le montrer, même malheureusement, même des parents, ils peuvent pas montrer ça à leur fils parce que je sais pas pourquoi. Donc ça a signifié beaucoup pour moi et je suis reconnaissant, je serai reconnaissant toute ma vie envers Frédéric et Gaëtan, par rapport à ça. Parce que attention, quand j'ai rencontré Gaëtan pour la première fois et je lui ai parlé de mon ambition aussi, il m'a sorti la même phrase. Dis-moi, avant de faire un athlète de toi, je veux faire un homme et Ils ont je été pense qu'ils ont tes pères bien spirituels un petit peu? oui, Ouais. parce que c'était le moment où mes parents, ils étaient pas là, donc eux, ils ont vraiment, pris un rôle, très, très important, pour moi, donc voilà. Est-ce que tu considères que c'est le sport qui t'a sauvé? Enfin, du moins qui t'a aidé à te reconstruire, à te construire même? Quelle Alors, place a eu le sport dans ta vie? al bah, c'est toute ma vie. Le sport, c'est tout ce que j'ai connu, depuis, tout petit. Attention, je suis pas quelqu'un de bête, non, j'aime me cultiver. J'ai fait mes études, j'ai pas fini mes études, mais je suis allé jusqu'à ma première année de fac et après, malheureusement, j'ai pas pu, continuer parce Tu as fait un choix? que le sport prenait énormément du temps, heu, dans ma vie. Donc et je suis quelqu'un aussi qui aime pas donner 50 à quelque chose. Donc là, j'ai dû abandonner les études, pour me sacrifier, complètement au sport et me donner 100 là-dedans. Parce que malgré, là, j'adresse plus, les jeunes qui ont des ambitions et tout, malgré qu'on donne tout ce qu'on veut pour quelque chose, bah, on n'est pas sûr de réussir. Faut donner vraiment le maximum qu'on peut pour vraiment arriver à quelque chose. Et du coup, bah, j'ai sacrifié de mes études pour mon sport et depuis, bah, je m'entraîne 2 fois par jour, 6 fois dans la semaine. Même durant les vacances, si je pars, je voyage, je cherche toujours des salles et aller tourner et voilà. Donc le sport a complètement, joué un rôle très important, pour me sauver. Alors je dirais pas vraiment me sauver parce que déjà quand je suis arrivé en France, c'est un pays, qui est en paix et on peut réussir ici. Donc c'est quelque chose qui m'a permis de réussir ma vie. Donc le sport, c'est, a été salvateur, c'était plutôt un guide pour toi? Exact, oui. Ouais. Tu es champion aujourd'hui du MMA-GP, Hexagone. Hexagone, exactement. MMA-GP, c'était en fait, j'ai enchaîné Tu as eu toutes 100 les Fight aussi? ouais, en fait, à chaque fois où une organisation française était, son au sommet Tu étais champion. voilà, je suis parti dans cette organisation-là et j'ai gagné la ceinture et au début, c'était 100 Fight où j'ai gagné dans le 100 Fight, il y a 2 ceintures, il y a les Contenders Ouais. et une fois gagné les Contenders, on peut accéder, à la ceinture de 100 Fight que j'ai gagné aussi. Après, c'était, MMA GP que j'ai gagné, j'ai défendu et l'Hexagone et Jungle Strike donc On a des ceintures dans toute la ouais. maison. Quelles étaient tes ambitions au début? Avant tout, quand tu es arrivé en France, qu'est-ce que tu t'es dit? Qu'est-ce que tu s'il y avait un mot pour résumer tout ça, c'était quoi?
Ah, je voulais avoir mon doctorat en informatique, en OK, sécurité, ouais. d'accord et sportivement? Sportivement, ça s'est révélé un tout petit peu plus tard, heu et c'est là où quand j'ai commencé vraiment à m'intéresser vraiment à MMA et c'est là où j'ai dit: «Non, c'est ce que je veux et je veux m'asseoir sur, la même table, que toutes les légendes, qu'ils ont gravé leur nom dans l'histoire, du sport, plus tard». Donc j'ai dit: «Quand je serai plus sur cette terre, mon nom, sera gravé à jamais». Tu veux laisser une trace. C'est ça. Le but ultime, c'est quoi aujourd'hui pour toi? Heu, c'est ça, c'est quand plus tard les gens parlent de MMA, ils disent Al Jarouche derrière. OK. Ça, c'est mon but. Tu veux, toujours rentrer à l'UFC, c'était ça? On t'entend souvent dire: «Moi, ce que je veux, c'est direction l'UFC». C'est ça. Hem, qu'est-ce qu'il faut faire pour rentrer à l'UFC aujourd'hui, pour que les gens se rendent compte? Quelqu'un parle Alors à quelqu'un qui ne connaît rien au MMA. Qu'est-ce que c'est l'UFC? Qu'est-ce qu'il faut pour rentrer dans alors, cette, faut qu'on parle déjà, c'est quoi l'UFC? C'est, la plus grosse organisation, du MMA actuelle. Heu, Comment accéder à l'UFC? c'est Bah, l'équivalent de la NBA, au basket? c'est ça, NBA, Ligue 1 au foot? NFL, Ouais. voilà, tout ça. C'est le sommet, on va dire. Alors, il y a d'autres orgas qui sont vraiment top aussi, KS, PFL, Octagone, mais c'est pas au même rang que l'UFC. Ça C'est le ça Graal. propose pas, voilà, ça propose pas les mêmes, adversités des combattants. Donc ça, c'est l'UFC et comment y accéder? Bah, on peut ne pas être fort et accéder à l'UFC malheureusement, mais il faut avoir juste des bons contacts, un bon manager et le bon moment. Donc voilà comment y accéder. Aujourd'hui, tu es toujours réfugié politique ici en France. Qu'est-ce que ce statut, te coûte finalement? Parce que ça t'a coûté, le 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 privilège de pouvoir rentrer à l'UFC peut-être plus tôt. Comment ça s'est passé? Comment ça se passe actuellement? Alors je suis actuellement toujours, aussi, réfugié politique. D'ailleurs mon titre de séjour finit l'année prochaine. Donc ouais et j'ai fait, là pour l'instant, j'ai fait 3 demandes de naturalisation. Un a été ajourné, un a été rejeté pour une raison, incompréhensible. Parce que sachant que j'ai signé un contrat de multi-fight à Brave, c'est une grosse organisation aussi, Dans les pays de du l'Est? MMA de le pays de l'Est et j'ai pas pu combattre dans cette organisation-là juste une seule fois. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, ils partaient dans des pays et ben moi, comme c'est moi qui faisais démarcher mes papiers entre guillemets pour demande de visa, bah, en fait, les ambassades, les consulats et cetera, en fait, ils voulaient pas perdre du temps parce que c'est pas une demande de visa normale Mmh. comme, tout le monde, sachant que je suis réfugié politique. Donc ils me disaient: «Non» et ça m'a coûté 1 an et demi, 2 ans d'inactivité. Je faisais que de m'entraîner pour rien. Chaque fois je me préparais pour un combat, chut, on peut pas y aller et du coup ça m'a coûté, 2 ans de ma 1 an et demi de ma vie. 1 an et demi, on peut dire que on pouvait monter jusqu'à 5 combats. Donc à cause de ça, j'ai pas pu voyager. Et ensuite, bah, en rentrant avec des contacts des gens, bah, j'ai pu avoir le contact d'une avocate où c'est elle qui fait démarcher les papiers pour moi. Alors c'est toujours dur, mais c'est faisable. Donc voilà ce que m'a coûté. Et aujourd'hui, c'est bon? Tout est Alors OK? non, alors c'est plus compliqué que ce que je dis, mais c'est faisable. C'est pas impossible. J'ai pu y aller au Japon, j'ai pu y aller en Thaïlande, donc c'est C'est à moitié faisable. bon. Voilà, ouais. Est-ce que tu considères aujourd'hui que tu es devenu l'homme que Fred voulait faire de toi ou pas? Est-ce que Oui. c'est un chemin qui est arrêté ou est-ce que c'est, une Alors quête permanente? ça s'est pas arrêté, mais pour répondre à ta question, s'il a réussi ou pas, moi je dirais que oui, parce que je suis papa maintenant. J'ai un fils de 19 mois, j'ai mon appart avec, ma femme, heu donc je dirais que oui, j'ai un boulot, je prends soin
de ma maison, ma famille et je protège toujours mon ambition. Donc, oui, pas que Fred, Oui. Gaëtan aussi. Ouais. Comment tu gères, tout ça? Le travail, la famille, les 2 entraînements par jour? Comment tu assumes une vie comme ça? Ça ressemble à quoi? C'est du travail? C'est quoi? C'est de Ah, la c'est passion? Ça non-stop. ressemble à quoi? C'est du non-stop. C'est c'est non-stop. C'est sport, entraînement, enfin, pardon, sport, enfant, boulot, maison. Donc, C'est quoi ton moteur? OK, tous les jours, tu te dis quoi en te réveillant? Pour assumer une journée de plus, une journée ah non, encore? non, non, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on pense. Ah, non, c'est pas ça. C'est compliqué, mais c'est pas que je me réveille et je dis: «Ah, Il y a il faut jamais que un jour où c'est j'assume la compliqué? journée». Non, c'est comme ça. C'est un truc que j'ai, et c'est pas imposé à moi et je l'assume donc et j'ai de la chance d'avoir, un fils qui est rigolo, il Mmh. veut que jouer, il râle pas, voilà, donc c'est facile avec lui. Je l'amène avec moi au dojo, il kiffe, il voit que ça, donc je suis content aussi parce que alors derrière les frappes, derrière tout ça, il y a des valeurs qui sont derrière tout ça, qui sont super importants. Le respect, le hiérarchie, l'amour, tout ça, on peut le trouver dans le dojo. Donc, le fratrie et tout ça. Donc, je suis content qu'il est en train de l'apprendre dès maintenant. Et non, c'est beaucoup plus simple de ce qu'on pense, hein. Quand on veut, on peut. Tu eu une zone rouge professionnelle? Bah, chaque combattant a une défaite qui le transforme, j'imagine. Mhm. Toi, c'était le combat contre, Kangitchev. Tu Tanguychev, avais dit ouais. que tu avais trop confiance, que tu te sentais, trop bien avant le combat, trop Invincible, confiant. ouais. Décris-nous l'état d'esprit que tu avais avant ce combat. Et ben Parce que tu as combien de victoires pour combien de défaites actuellement? là, je suis à 13 victoires pour 3 défaites et 2 no contest. Et Kangitchev, il arrive, quand alors, sur ton palmarès? Ah, c'était tôt, hein. Alors j'avais 4, non, 5 combats. Alors comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe sur ce combat-là? Bah, Pourquoi ce cette qui se fois-ci ça passe marche sur ce pas? combat, sachant que j'étais le favori du tournoi, on était 4 dans le tournoi. Il y avait Zubair Boursa que j'ai affronté plus tard et j'ai gagné. C'était pour la ceinture du MMA-GP. Ponguichev que j'ai perdu contre lui et après on s'est réaffronté, j'ai gagné. Et quatrième personne dont je me rappelle pas de quatrième personne. Je me rappelle pas de cette, personne-là. On était 4 dans le tournoi, je m'en rappelle et du coup, bah, moi, j'affronte Konguichev et Tu parles de surconfiance dans une interview. c'est ça, je me sentais invincible. Vraiment, voilà, invincible. Du coup, je suis parti, tête foncée avec les émotions. En fait, c'est plus ça qui m'a qui m'a coûté la victoire, c'est que je combattais avec les émotions. Ce que tu racontes, ouais. C'est ce que j'ai toujours fait. Ça m'a coûté 3 défaites. Donc, Tu non, dis 2 défaites. La troisième était purement technique de ma part ou voilà. tu dis: «Faut être neutre comme un assassin». Comment tu dissocies tes émotions avant un combat, pendant un combat? Comment tu deviens un assassin, dans la cage? Et alors, pour moi, je me dis c'est un travail, c'est une journée de travail. Heu, comme Pars les au travail. gens, voilà, comme les gens, ils se réveillent, ils partent au bureau. Bah, moi, c'est complètement pareil, donc je vois pas pourquoi les émotions peuvent, entrer, là-dedans. C'est un travail comme, les autres. Heu, c'est moi qui a choisi d'entrer dans la cage, donc je vois pas pourquoi, heu, ramener de poids en plus avec moi dans la cage alors que on peut entrer avec tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a préparé, donc pourquoi entrer avec des difficultés? Déjà, on a une petite difficulté, dans la cage qui est en face de nous, donc pourquoi ramener, de l'extérieur? Je vois pas, donc moi, c'est comme ça que je gère, en tout cas, la stress, Tu es jamais stressé quand tu l'angoisse. rentres dans une cage? Non, 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 j'ai jamais été stressé. Jamais été stressé, même ton premier combat, jamais? Jamais. J'étais trop excité au début.
veux juste: «Ah vas-y, vas-y» et mon entraîneur il me calmait. Bah, maintenant avec la maturité, bah, certes je suis excité, mais c'est les bandes excitations où OK, je vais briller. C'est mon moment, je vais entrer, je vais faire mon travail bien comme il faut, comme je sais le faire et voilà. Qu'est-ce que cette défaite, elle t'a appris? Ah, beaucoup de choses. Déjà, m'a appris à vraiment contrôler, mes émotions. J'ai compris que les émotions, avec les émotions, on prend des mauvaises décisions. Donc, je prends jamais les décisions, quand, je suis triste ou quand je suis content parce que dans les 2 cas, c'est des fausses, décisions. Heu, il y a un comme j'ai dit, il y a une petite émotion qui va dire que non, cette décision est mieux que l'autre, donc faut être, neutre. Ça m'a appris, à que je suis un humain et mais je reste différent. Les erreurs, tout le monde peut faire des erreurs, mais maintenant, il faut montrer que j'ai appris de mes erreurs et c'est comme ça, je deviens différent que les autres et ouais, c'est tout. C'est les 2 plus ouais, c'est les 2 choses qui m'ont vraiment changé et qui m'ont fait le Michael que je suis aujourd'hui. Ton objectif, il est clair, c'est toujours l'UFC. Quand tu regardes en arrière, donc le petit garçon que tu étais en Syrie, bah, tous les moments difficiles que tu as eus et l'homme que tu es aujourd'hui, à l'old school, champion du MMAGP, champion de bah, tu as roulé sur tout ce qu'il y avait en face de toi. Quel conseil, qu'est-ce que tu dirais à ce petit garçon qui avait, il y a 15 ans, 20 ans? Je dirais, bah, bravo que tu as toujours été têtu et têtu dans le bon sens où tu as accroché à ce que tu croyais, heu et faut continuer à croire, dans dans tes ambitions parce que si toi tu le fais pas, personne le fera pour toi. Heu, il faut jamais, jamais, jamais écouter les gens, qui que ce soit en vrai. Qui que ce soit, que moi, mes parents voulaient pas que je fasse ça. «Non, il y a trop de gens qui le font, pourquoi c'est toi et pas quelqu'un d'autre?» Parce que c'est moi. Faut continuer à croire quoi qu'il arrive. Si on croit vraiment à une chose, ça c'est sûr on va le réussir. C'est ce que je dis à Michael qui quelques années, ouais. Et ça a marché. C'est en train de Alors marcher en ça, tout c'est en cas. train de Mmh. marcher. C'est pas encore ça a pas encore abouti à ce que moi je voulais, mais ce que je veux, pardon, mais ça va finir par marcher, ça c'est sûr. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un aujourd'hui qui a des grands rêves? Tout le monde a des grands rêves, mais il y a que très peu de personnes qui s'en donnent les moyens, parce que justement c'est un grand rêve et que pourquoi nous alors qu'il y a tellement de gens qui en rêvent aussi? Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là qui se réfugient dans la facilité? Ces personnes qui se disent: «C'est tellement loin que bon, bah, je vais aller là où c'est plus proche, c'est plus facile». Bah, la zone rouge. La zone rouge, pourquoi? Parce que c'est quand on est dans la zone rouge, c'est là où on progresse. Si on est dans le confort, on va jamais progresser et quand on a peur, c'est là où il faut y aller. Ça, j'y crois vraiment fort parce que rester dans le facilité, ben, on va faire comme tout le monde. Mais quand pour être différent, bah, en fait, faut y aller chercher ses limites, faut y aller chercher ses zones d'inconfort où on n'est pas bien. J'ai changé de pays, je parlais même pas un mot français, mais ça m'a pas il y a pas un moment, je me suis posé la question: «Comment je vais faire?» Non, je sais que je vais le faire. Je trouverai un moyen pour le faire et ce que je peux dire, c'est, faut mieux vivre avec un échec que vivre avec les regrets. Ça paraît bateau, mais c'est vrai. Ouais, mais ça, je crois fort pour les gens qui me disent: «Oui, mais va prendre tes sous ailleurs». J'ai jamais combattu pour les sous. Ça a jamais été un moteur, pour moi. Donc, ça m'anime pas l'argent. Ce qui m'anime, c'est vraiment faire briller mon nom. C'est le sport qui m'anime. C'est ça donc, j'ai reçu des contrats de PFL, de KSW, l'Octagone Des et grosses c'était organisations.
Oui, et c'était pas des contrats à À 3 quelques chiffres, chiffres, bien sûr, hein, ouais, ouais. c'était vraiment des gros contrats donc j'ai dit non parce que je veux l'UFC et ils vont me dire si jamais, l'UFC n'arrive pas et bah, si ça arrive pas, au moins et bah, je vais pas vivre avec le regret toute ma vie D'être resté dans ton voilà, KSW, avoir les exact. belles montres, les Et belles si jamais voitures. ça vient pas, je sais que je pourrais repartir dans ces orgas-là, donc il y a rien qui peut m'arrêter. C'est quoi ta prochaine, zone rouge à franchir? Un prochain combat? Un prochaine, Alors pour l'instant, j'ai pas de date, j'ai pas de date, on attend toujours donc que entraînement, entraînement et voilà. Aujourd'hui, tu estimes que tu es, sorti de cette zone rouge? Que tu es, en paix avec toi-même? Que tu t'es retrouvé? Que Alors, franchement, pour être honnête, ç ça m'a pas traumatisé. Moi, tout ce que j'ai vécu, ce qui s'est passé avec moi, que ça soit, heu, quand je me suis fait arrêter par Daesh, où ils m'ont fait choisir, soit je combats pour eux, soit ils me tuent avec ma famille, que le kidnapping, les bombardements, les snipes et tout, parce qu'il y avait des grues, il fallait courir parce qu'il y avait des snipes qui tiraient sur les gens, heu ça m'a vraiment pas traumatisé, je me dis: «C'est bon, je suis très loin de ça. C'est même pas dans, ce que je vis, donc pourquoi rester bloqué là-dessus et me freiner?» Déjà la vie, on va dire, est dure, on peut dire ce qu'on veut, mais la vie est dure, mais faut faire tout en sorte pour faciliter cette vie-là, donc pourquoi rajouter des trucs super genre de l'extérieur? Donc ce qui s'est passé, c'est l'avant. Maintenant, on est aujourd'hui et il faut avancer comme ça. merci Michael, merci Merci pour à cette, toi, leçon Aziz. de résilience. Tu aurais Merci un beaucoup. petit mot de fin? Un petit mot, Un bah, mot? merci à toi. Merci à toi déjà. Et un mot, bah, continuez à croire dans vos rêves. Merci. Merci à toi, Aziz. On se retrouve, la semaine prochaine pour un autre épisode. Je laisserai pour ceux qui veulent, l'Instagram de Michael pour suivre la carrière, pour ceux que ça a intéressé. Et puis, pour ceux qui nous écoutent, autre part que sur YouTube, dans la voiture, en faisant la cuisine ou quoi, on est sur Apple Podcast, Deezer, Spotify et Amazon Podcast. On vous dit à la semaine prochaine et à bientôt. Merci Michael. Merci à toi, Aziz.